Emmanuel Macron qui se présente, un dernier débat avant le premier tour des primaires à droite. La présidentielle 2017 se prépare en France. Alors pour en parler, nous recevons une figure politique, un homme de gauche, mais attention, une gauche iconoclaste. Bonsoir Jean-Pierre Chevènement. Bonsoir. Et votre dernier livre, Un défi de civilisation, vient tout juste de sortir, ou presque, aux éditions Fayard. Alors on va quand même revenir sur l'actualité du jour. Emmanuel Macron est officiellement candidat. Vous qui défendez un État stratège dans votre livre, est-ce qu'Emmanuel Macron incarne cet État stratège? Il ne l'a pas démontré lors de son court passage au ministère de l'économie, mais on peut quand même lui faire crédit. C'est un homme intelligent, à ceci près que pour se présenter comme le candidat anti-système, il faudrait qu'il présente ses propositions et qu'il nous dise en quoi il se différencie d'un système auquel il est un peu identifié jusqu'à présent. Donc vous attendez de voir. Oui, j'attends ses propositions. Pour le moment, bon, il y a quelqu'un qui veut se frayer une voie entre une droite et une gauche discréditée par le fait qu'elles ont fait sensiblement la même politique. Mais lui, propose-t-il une autre politique? C'est ce qu'on attend. Mais pour le moment, il n'y a rien. Alors vous avez déclaré aujourd'hui que ce ne serait pas déshonorant pour François Hollande de renoncer à se représenter à la présidentielle de 2017. C'est un choix qui lui appartient. Qu'est-ce que vous lui conseillez? Bien, justement, si j'avais un conseil à lui donner, comme il ne me le demande pas, je dis qu'il y a deux choix. Celui de se présenter, bien sûr, mais qu'il n'est pas indigne pour un président de faire qu'un mandat. Il peut, après tout, affirmer avoir agi selon ses convictions. Les résultats ne sont pas là et il en prend son parti. Alors justement, il était notre invité hier sur l'antenne de TV5 Monde. Il a dit que le candidat devrait être celui qui rassemblera. Qui porte ce rassemblement aujourd'hui, candidat déclaré ou pas? Écoutez, il y aura des primaires. C'est d'ailleurs le président qui curieusement l'a décidé. S'y soumettra-t-il ou non, on ne le sait pas. Donc si ces primaires ont lieu, elles auront lieu en tout état de cause, eh bien on verra le candidat arriver en tête. À ce moment-là, le rassemblement se fera autour de lui. Et vous irez voter aux primaires de la gauche? Peut-être. Je dois dire que ma position était plus que réservée jusqu'à présent, parce que je ne partage pas les orientations du Parti socialiste en matière européenne, notamment l'acte unique, le traité de Maastricht, la monnaie unique, tout ça nous a conduit là où nous en sommes. Donc je me serais mis en dehors. Mais je dois dire que dans les circonstances actuelles, où le problème est de savoir si la gauche sera présente au second tour, j'incline à penser que les primaires ont cependant du bon. Et vous pensez qu'un scénario de Marine Le Pen, enfin de l'extrême droite face à la droite, est le scénario le plus plausible? Bah oui, ça m'ennuierait personnellement, mais je pense qu'aujourd'hui, s'il n'y a pas un rassemblement de la gauche, c'est ce qui va arriver. Est-ce qu'aujourd'hui, le clivage, il est plus contre la mondialisation, ce que vous avez dénoncé depuis toujours, plutôt que gauche-droite? Si vous voulez, la droite et la gauche sont, à mon avis, très dévaluées par le fait qu'elles ont soutenu les mêmes orientations depuis trop longtemps. Or, nous sortons de cette période que j'appellerais le cycle néolibéral, que vous appelez la mondialisation, il faudra ajouter financière, parce que c'est un capitalisme financier mondialisé dont il n'y a pas de précédent. Or, on voit bien que cette phase se termine. Le Brexit, l'élection de Donald Trump, la crise des institutions européennes, le niveau élevé du chômage, le désordre international, le désordre qui est à nos portes maintenant. Hein, tout cela fait qu'il faut sortir de cette mauvaise passe. Hein, je ne suis pas sûr que la prochaine présidentielle le permettra. Mais après, il y aura des secousses dont on pourra peut-être tirer parti. Vous avez toujours défendu le nationalisme économique et aujourd'hui on a l'impression que ce sont des hommes politiques ou des femmes politiques comme Donald Trump ou Marine Le Pen qui incarnent cette position. Moi je ne défends pas le nationalisme économique, le patriotisme économique. C'est-à-dire que je voudrais que l'État stratège fasse en sorte de conserver en France les sièges sociaux, les laboratoires, les segments à haute valeur ajoutée quand on le peut, et qu'il ne laisse pas se multiplier les délocalisations au profit de pays à très bas coût qui sont exploités dans des conditions très contestables. Hein, je pense que la France
a laissé filer son industrie. Quand j'étais ministre de l'Industrie, il y a une trentaine d'années, il y avait 6 millions de personnes qui travaillaient dans l'industrie. 6 millions. Et aujourd'hui, 3 millions. Donc on le voit bien, il y a des grands groupes qui sont partis à l'étranger, ArcelorMittal, Péchinet, Lafarge, je pourrais multiplier les exemples. Donc tout ça montre que comme l'Allemagne, comme la Suisse, comme la Suède, nous pourrions avoir une politique qui vise à renforcer le tissu industriel français. Et ça nous permettrait d'avoir des relations plus équilibrées avec nos voisins, nos partenaires. Actuellement, je le rappelle, notre balance commerciale est très déséquilibrée. Alors justement, vous citez en exemple la Suisse, vous l'avez dit, ou l'Allemagne, ou la Suède. Comment expliquer que la France soit à la traîne et surtout, quels sont les leviers pour revenir en arrière ou pour impulser cette nouvelle dynamique? Bien, je pense que l'idée même de la France s'est perdue. On a cru, il y a 30 ans, que notre avenir, c'était l'Europe et que l'Europe allait se substituer à la France. Et on a en quelque sorte tout sacrifié à cette idée, alors que d'autres pays utilisaient l'Europe pour leurs intérêts. Et je pense qu'il est quand même devenu nécessaire de rééquilibrer les choses. Nous allons certainement connaître avec M. Trump une phase de protectionnisme, je l'espère, modéré. Le protectionnisme n'empêche pas une certaine croissance. Et je pense que c'est le rôle de l'État et d'un ministère puissant qui est à reconstituer, de faire en sorte que la chaîne de valeur soit davantage reconstituée sur le territoire national. Vous êtes très dur envers l'Europe, hein, vous le dites, et c'est dit dans le livre aussi, qui est, pour vous, l'Europe est un cheval de Troie qui a permis toutes ces dérégulations. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut arrêter l'Europe, faire comme les Anglais, en sortir. Vous pensez que le Brexit était une bonne chose? Le Brexit a été certainement la manifestation du désir du peuple britannique de retrouver le contrôle de ses affaires. Keep your control, c'était le mot d'ordre. Donc là, je pense qu'il y a une intuition qui est juste, parce que l'Europe est une maison branlante, et dans un tremblement de terre, il vaut mieux sortir dehors, avant que le plafond ne vous tombe sur la tête. Donc je dirais que pour la France, la situation est un peu différente, parce que nous sommes le pays qui a lancé la construction européenne, nous sommes le pays qui a pris cette initiative. Donc aujourd'hui, parce que nous avons beaucoup donné de nous-mêmes, il est peut-être temps que le gouvernement français dise qu'il faut réorienter l'Europe, il faut que nous préservions davantage notre marché intérieur, que nous nous recentrions sur le marché intérieur pour faire repartir la croissance, que nous ayons une politique industrielle, par exemple dans le domaine du numérique, que nous ne laissions pas aux GAFA américains, Google, Amazon, Facebook, ou bien à Alibaba chinois, le soin de monopoliser des secteurs vitaux. Pour l'avenir, on imaginerait une entreprise du numérique européenne. Il faudrait que l'Europe se ressente sur l'essentiel et ne cherche pas à réglementer tous les aspects de la vie dans le plus fin détail. Alors se recentre sur l'essentiel, certes, mais comment? C'est-à-dire dans un cercle restreint au sein de la zone euro, ou comment on peut revenir en arrière sur tout ce qui est fait? Oui, comment on peut arrêter la machine? Oui, c'est une très bonne question. Ça paraît difficile parce que cette machine, elle s'est emballée. Elle ne dépend pas des peuples. Toutes les instances sont non élues. Même le Parlement européen n'est pas un parlement. C'est le tribunal constitutionnel de Karlsruhe qui le dit. Donc nous sommes dans une machine dont nous n'avons pas le contrôle. Or les peuples veulent reprendre les leviers de commande. Alors comment faire? Eh bien déjà déplacer le centre de gravité des institutions européennes, de la Commission, inconnue au bataillon, personne ne connaît le nom des commissaires, vers le Conseil européen des chefs d'État et de gouvernement, qui est la seule instance légitime, et rattacher tout le personnel de Bruxelles, non plus à la Commission, mais à un secrétariat général du Conseil qui prendrait les orientations et qui pourrait s'assurer qu'elles sont bien suivies. Voyez-vous, quand au petit matin, les chefs de gouvernement et les chefs d'État arrivent à Bruxelles, ils sont déjà fatigués. Ils prennent leur café, ils commencent à travailler en fin d'après-midi, ça se prolonge tard dans la nuit, ils rentrent de leur capitale et derrière, il n'y a personne pour exécuter. C'est la Commission qui reprend tout le pouvoir. Donc ça, je le conteste. Je pense qu'en effet, il est temps que ce soit les gouvernements élus par les peuples qui reprennent le pouvoir, quitte à faire une Europe à géométrie variable, avec des coopérations renforcées, par exemple dans le domaine de la défense. On sait très bien qu'il y a 3 pays qui aujourd'hui font un effort sérieux.
l'Allemagne, la France et la Grande-Bretagne, mais elle est en dehors. Ça n'empêche pas certains accords de défense. Il y a l'Italie et l'Espagne qui sont de grands pays qui pourraient certainement y contribuer. La Pologne aussi le pourrait, mais elle achète ses hélicoptères aux États-Unis. Donc faisons une union de la défense avec les pays que cela intéresse vraiment, avec une industrie de défense, et à partir de là, nous pourrons avoir une politique extérieure commune, nous pourrons avoir une visée stratégique, et nous pouvons à ce moment-là penser une Europe de l'Atlantique jusqu'à la Russie, parce qu'il faudra bien, en fin de compte, établir un partenariat avec la Russie. Juste un mot de la Russie, hein. C'est vrai que là aussi, vous allez parfois à contre-courant en disant que la France, l'Europe doit se rapprocher de Vladimir Poutine. Mais que pensez-vous de ces choix par rapport à l'Ukraine, par rapport à la Syrie? Est-ce qu'il faudrait le suivre? Je pense que l'Europe doit se rapprocher de la Russie. Nous avons beaucoup de complémentarité économique, énergétique, mais aussi politique. Nous avons les mêmes ennemis. Le terrorisme djihadiste. Hein, il sévit malheureusement à Moscou, dans le Caucase, comme à Paris ou à Bruxelles. Donc il y a des raisons objectives de se rapprocher. L'affaire de l'Ukraine, les responsabilités sont partagées parce qu'au départ, on a voulu faire une zone de libre-échange avec l'Ukraine, mais l'Ukraine est déjà en libre-échange avec la Russie. Donc il fallait mettre la Russie dans le coup. On ne l'a pas fait. Sur la Syrie, on a cru avec les printemps arabes que Bachar el-Assad allait disparaître de la scène. Il se révèle que dans la réalité, il y a davantage d'appui dans la société syrienne. Et si nous devons choisir entre Daesh et Al-Qaïda, moi personnellement, je ne choisis pas. Je suis contre. Dans les deux cas, ce sont des terroristes, ils ont commis des actes abominables et nous devons en débarrasser le monde, c'est-à-dire les peuples musulmans, autant que nous. Parce que les principales victimes de ces organisations terroristes, ne l'oublions jamais, ce sont d'abord des musulmans. Merci Jean-Pierre Chevènement. On aurait pu effectivement revenir sur votre nomination à la tête de la Fondation de l'Islam. Juste un dernier mot, on en est où? Parce qu'on en a beaucoup parlé de cette fondation. Vous savez, il faut un décret en Conseil d'État, ce sont les règles de l'État de droit. Mais je voudrais dire qu'il faut distinguer notre adversaire, qui est le terrorisme djihadiste. Et puis l'islam. L'islam a des valeurs de pardon, de miséricorde, de justice, d'égalité, qui sont au fond assez proches des valeurs républicaines. Il faut simplement qu'il y ait une meilleure connaissance mutuelle. Et c'est le rôle de la fondation que je dois présider, que de contribuer à cette meilleure compréhension et de faire que les évolutions nécessaires se produisent pour que les 4 à 5 millions de citoyens français qui sont des musulmans soient pleinement citoyens et tous leurs droits et respectent bien sûr leurs devoirs. Merci Jean-Pierre Chevènement d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle le titre de votre dernier livre, Un défi de civilisation aux éditions Fayard. Merci. Civilisation encore. Sans S, hein. Effectivement. C'est la grande civilisation humaine. Et c'est un projet que vous proposez pour la civilisation. Merci encore.